Bon, après moult hésitations, je vais quand même mirer les œufs de poule. Les œufs de caille ont été ajoutés 3 jours plus 6 heures. Je me suis dit, si je laisse carrément une journée entière d'avance aux œufs de caille, ça peut peut-être nuire aux œufs de poule, mais là, on va déjà savoir ce que ça donne. Par contre, si la fois d'après, je fais que une couveuse d'œufs de caille, là, par contre, je mirerai qu'au moment de la mise à plat pour éviter de compromettre. Apparemment, c'est plutôt conseillé pour les cailles d'essayer de se retenir de mirer jusqu'au moment de la mise à plat. Donc là, j'ai préparé le mire-œuf. Alors, je vais pas utiliser l'embout à pile. Je vais utiliser le cordon de branchement là. Mais sinon, il y a la version avec le boîtier de pile. Là, je vais essayer de mirer ça le plus vite possible. Donc, je vais pas vous montrer. Puis, on se retrouve après avec le verdict. Alors, faut pas s'attendre forcément à des miracles. Il y a eu un 12e œuf qui a été mis. L'œuf qui avait été pondu le jour des dernières images, comme c'était prévu. Et j'en ai rajouté 2. Parce que je vous disais que j'avais qu'un seul œuf. Il y avait 3 poulettes sur 4 qui pondaient, mais j'en avais toujours qu'un seul par jour. Ils pondaient à tour de rôle, mais jamais tout en même temps. Et bim, bien sûr, comme d'habitude, elles me font mentir, le lendemain, 3 œufs. Mais il y en a un qui a été fissuré. Par contre, ces deux-là, je pense que c'est les 2 œufs de counues. Et les counues, je sais pas si elles étaient cochées. Et en plus, les mâles, ça faisait 2 semaines qu'ils n'y étaient plus dans l'enclos. Donc, je me suis dit, ça me coûte pas grand-chose, même si c'est pas terrible de faire ça, de mettre 2 œufs à retardement, avec une journée de retard, mais c'est juste vraiment pour voir ce que ça donne sans trop y croire. Donc là, on va dire les œufs de poule sur les 14, les 3 derniers qui ont été ajoutés, j'y crois pas trop, puis sur les autres 11, on va dire que s'il y a quelques embryons, ça sera déjà bien. Gros problème avec le mire-œuf. Comme vous voyez, là c'est en le branchant sur secteur, je vais voir si avec les piles ça me fait pas ça. Ça m'inquiète un petit peu. Ouf, avec le boîtier à piles ça va. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai, j'utilisais, je crois quasiment jamais le branchement sur secteur parce que souvent j'étais pas suffisamment proche d'une prise, c'était moins pratique, j'utilisais le boîtier mobile à pile. Bon, au moins ça marche avec le boîtier à pile et je sais pas ce qui se passe. Ça vient du chargeur. Bon, tant pis. Hein. Bon, allez, je vais mirer puis je vais vous dire. Alors, verdict, c'est les 5 premiers œufs dans l'ordre chronologique. Les 5 premiers qui sont fécondés, y compris celui que j'ai tenté quand même, qui a une coquille un peu bizarre. Bon là on le verra pas, la coquille a l'air quand même un peu épaisse, et puis alors là pour l'éclosion, si ça aboutit je sais pas trop, et puis un petit peu difforme, mais voilà, comme c'était un des œufs les plus fraîchement pondus après la disparition des coques, je me suis dit, et peut-être que celui que j'avais cassé, même si c'est certainement sûr, il aurait fait partie des œufs féconds et j'en aurais eu 6, donc voilà les 5, et tous les autres qui ont suivi dans l'ordre chronologique, eh bien, c'est pas fécondé. Par contre, ça sera pas perdu. J'en ferai des œufs durs et puis je ferai des pâtés pour tout le monde avec ça. Petit rajout quelques heures après. Les 3 œufs de la counue noire avaient un double jaune. Donc même s'ils avaient été fécondés, ça aurait rien donné de bien. Et ça va aussi confirmer les éléments de réflexion dont je vais vous faire part dans le reste de la vidéo. Et encore à ce moment-là, je savais pas qu'il y avait un double jaune systématiquement dans les œufs de la counue noire. Et il y avait aussi l'œuf du 28 septembre et l'œuf du 1er octobre qui était fissuré que j'avais pas vu. Donc pas de regret non plus si ceux-là n'étaient pas fécondés. Donc là, les œufs de poule, il y en a 5. Et c'est vraiment une histoire de chronologie. Après les œufs de counues, je pense que les counues n'étaient pas cochées. Mais on va dire que voilà, les œufs de la rousse, elle, c'est sûr qu'elle était cochée. Quand on va dans l'ordre chronologique, alors 30 septembre, 1er octobre, 28 septembre, 29... Ah, le 21, il y a une petite faille. Bon. Après, je crois que c'est peut-être celui-là. Il y en avait un, je voyais un... C'était presque comme un œuf clair. J'ai vu juste un petit amas un peu plus foncé, mais il y avait 0 vaisseau sanguin et tout. Je pense que, voilà, ça... Il y avait un espoir de quelque chose, puis ça s'est pas fait. Donc, à part celui-là, vous voyez, 28, 29, 30 septembre et 1er octobre. Dans l'ordre chronologique, c'était plus fécondé. Et cet œuf-là... potentiellement le sien. Il est un peu moins roux que les autres, mais vu la taille, ça doit être le sien. Donc vous voyez, quand on va dans la chronologie, par rapport, à part celui-là, à la disparition des coques de l'enclos. Et ça, par rapport à la taille, c'est des œufs de counues, et les counues, elles n'étaient pas cochées. Mais j'étais pas sûre.
La counue noire notamment, ça je pense. Et celui-là je sais pas, parce que maintenant j'ai la rousse aussi qui pond. Elle, je crois qu'elle était cochée de temps en temps. Du moins, elle était poursuivie par des mâles, mais je sais avec certitude qu'elle pond seulement depuis dimanche de la semaine dernière. Voilà, c'est ça. Encore un petit rajout, parce que je manque de clarté. Le dernier œuf qui a été fécondé date du 24 septembre. Il y a dû avoir une fin de chapelet entre deux, ce qui explique que entre le 24 et puis le 28, il y a eu un vide. Et donc, les mâles sont partis... le 16 septembre, le matin. Ils étaient plus là, mais ils n'ont même pas eu le temps de cocher. Donc on va dire que le dernier cochage date du 15 septembre. Donc du 15 jusqu'au 24, il y a eu 9 jours où les œufs étaient encore féconds. Après voilà, ce qui fausse la donne, c'est qu'entre le 24 et le 28, il y a eu un petit trou sans les œufs, donc on peut pas encore dire, peut-être que ça va au-delà, allez, une dizaine de jours. Pour que... même quand il n'y a plus le coq, les œufs puissent être encore fécondés. Y compris quand on change de reproducteur, c'est vrai que c'est bien d'attendre un minimum de 2 semaines. Donc voilà, les œufs de caille, tout ça, ça sera le grand mystère au moment de la mise à plat. Donc là, je finis le retournement d'ailleurs. Hop. Et voilà. Et le verre à liqueur que j'avais montré la dernière fois, j'ai mis le plus gros. Je ne me rappelais plus, c'est le plus gros que je mets. Et oui, parce que quand je vous parle de mettre une journée d'avance les œufs de caille, c'est-à-dire que les œufs de caille auraient dû, par rapport aux dates d'éclosion, comme ça éclot au jour 17, et les œufs de poule le jour 21, normalement il faut les mettre avec 4 jours d'intervalle. Les œufs de caille 4 jours après. Sauf que les cailletos, les naissances, tout ça c'est laborieux, les poussins vont les piétiner, patati patata. J'ai déjà fait une couvaison mixte et je m'étais fait la réflexion de les mettre plus en avance. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière, c'est pour ça que je précise que j'ai voulu les mettre 3 jours après les œufs de poule au lieu de 4 jours. Mais je dis, pour la mise à plat, pas que ça nuise non plus aux éventuels poussins que j'arriverai à avoir. Je me dis, je vais couper la poire en deux, puis je vais attendre 6 heures de plus. Donc 3 jours plus 6 heures. Du coup, j'ai calculé que la mise à plat, ça sera le mercredi 18 octobre, vers 19 h le soir. Donc je vais mirer, mettre à plat ceux qui ont l'air prometteurs. Et voilà. Puis en gros, les œufs de caille, comme je fais pas un mirage là maintenant, là, si je ferais un mirage, là aujourd'hui, on est trop tôt. Faut attendre quand même minimum 5 jours, idéalement une semaine. C'est-à-dire qu'on voit une petite tache sombre et des vaisseaux sanguins autour. Par contre, au moment de mettre à plat les œufs de caille, pour savoir ceux que je garde, c'est ceux qui seront totalement opaques, où je ne vais pas voir à travers. Et dès que ça va être un œuf tout à fait clair, où on voit à travers, là, du coup, ça ne sert à rien de les mettre à plat. C'est des œufs qui n'ont pas d'embryon, qui ne donneront rien. Donc du coup, on a 5 poussins éventuellement en lice. Ça serait un miracle qu'on ait un 5 sur 5, mais il y a quand même déjà ça. Tant que je ne me retrouve pas avec un poussin solitaire, parce que bon, au début, il y aura au moins quelques cailletos quand même, parce que là, je sais pas. Les œufs, c'est vrai que j'avais pas été très précautionneuse, j'avais pas réfléchi que j'allais faire une couveuse, tout ça. Et puis comme par hasard, la dernière semaine, juste avant la mise en couveuse, j'avais plus qu'un seul œuf par jour. Bon. Du coup, il y a peut-être eu, au moment de mettre les œufs de côté, il y a eu peut-être eu des vibrations, tout ça, parce que c'était sur le micro-ondes, alors en fermant la porte du micro-ondes, tout ça. Je sais pas ce que vont donner ces œufs de caille-là. Le mâle, on sent qu'il est un peu plus fatigué, il est moins souvent, alors les femelles, elles s'en plaignent pas, mais il est moins souvent acharné à les cocher. Donc, les œufs de caille, je sais pas, mais il y aura au moins quelques cailletos, ça sera vraiment une catastrophe. Quelques cailletos minimum, ou pas trop mal, beaucoup plus si j'ai de la chance. Donc, au pire, au début, le poussin, il serait pas solitaire. Sauf qu'après, en grandissant... poussin, il va pas rester éternellement avec les cailles. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins 2 poussins. Et là voilà, sur 5, franchement, il y a quand même des chances d'en avoir au moins 2. Et puis bah si on a 5, ça serait miraculeux. Donc voilà, au moins ça c'est fait pour le mirage. J'ai pas de regrets, je sais où on en est. Bonjour. Ça va les loulous? Vous voyez le mâle, pour ceux qui se souviennent avant. Tous les matins. Donc le mâle, il est là à la cabane où il y a les lanières bleues, là, juste devant. Tous les matins, il était surexcité. Les femelles, elles voltigeaient dans tous les sens parce que lui, il voulait cocher tout le monde et tout. Mais maintenant, c'est cool Raoul. Les femelles, elles dorment dans les caches. Mais dis donc, vous me faites peur, là. Une femelle, un mâle, une femelle, et l'autre dans la cabane là-bas. D'ailleurs, j'ai remis les lanières, et j'ai plus trop de cendres de bois de cheminée. On n'a pas refait de flambée. Là, on commence à couper du bois, à en rentrer tout dans la remise. Mais le peu de cendres de bois qui me reste, je le mélange surtout avec du sable. Et puis, j'ai remis des lanières, et puis ça a l'air de leur plaire.
Du coup, ils vont dans la cabane. Maintenant, ils ont plus peur des œufs factices. Ils répondent ici. Sauf que je suis revenue à un œuf par jour. Et hier, rien du tout. En ce moment, j'essaie d'augmenter la luminosité. Ça n'a pas l'air d'agir de trop. Le matin, ils ont la lumière du jour, là, quand ça se lève naturellement. Quand j'allume la lumière ici, ça éclaire un petit peu plus. Mais c'est pas non plus... vous voyez, c'est pas non plus... super flagrant. Ce qui joue le plus à la limite, c'est le moment où j'éteins la lumière le soir. Donc je l'éteins vers 23 h au lieu de 21 h 30. Mais voilà, bon là ça fait quoi, 3 ou 4 jours que je fais ça. Pour l'instant, il n'y a pas de différence flagrante. On verra bien. Non, moi je pense qu'ils sont vraiment, voilà, ils sont en fin de course. Ils ont un petit peu plus d'1 an, je crois qu'ils étaient déjà nés au mois de septembre. Ouais, puis j'ai dû faire le changement de reproducteur dans ces eaux-là, je crois. Donc ils ont un tout petit peu plus d'1 an. Après voilà, hein, au début, jusqu'à il y a quelques mois, c'était quasiment... Chaque femelle me faisait peut-être 6 œufs par semaine, au moins 5. Ben ouais, vous avez grillé vos cartouches, les miss. Et je vous dis, ils sont calmes maintenant. Si vous les aviez connus, là, il y a quelques temps, c'était la folie, hein. Quand je les filmais tout le matin, ils sont dans leur cabane. Après, c'est agréable à voir, ils sont paisibles et tout, mais ils sont pas... Ils sont plus ultra actifs, quoi. Et puis bon, bah là, il y a la pleine mue, hein. J'avoue, les femelles, elles se dégarnissent totalement sur le dos. On peut pas accuser le pauvre mâle parce que il coche vraiment que de temps en temps, c'est plus du tout comme avant, hein. C'est pas lui qui est responsable de ça. Donc là, ils perdent toutes leurs plumes, hein. C'est vrai que ça n'aide pas non plus au niveau de la ponte, ni aussi de la forme physique, hein. C'est comme les poules. Il faut que je vous montre, il y a une Sussex qui est en pleine mue. Elle perd toutes ses plumes. C'est bien la première fois que je vois ça pour une Sussex, hein. C'est des cochons parce que je voulais mirer les œufs et pas ouvrir les volets tout de suite. On a quand même pris un café, tout ça tranquillement dehors. Les poules ne faisaient pas un bruit. Au moment où elles ont entendu le son de nos voix, ça y est, c'était la sérénade. C'est psychologique, hein. Elles peuvent très bien attendre calmement que je leur ouvre le matin. Mais si elles savent que surtout moi, je suis là, je suis réveillée, qu'ils m'entendent faire du bruit, après, c'est fini. Et ça, bon, ça se voyait déjà la semaine dernière, j'en ai pas parlé. Vous voyez les 2 couliches humides là? Bon, les couliches blanches, c'était le produit à base de pyrètre anti-poux. Enfin, anti-poux, anti-parasite. Et ça, à part un chat qui est venu pchiter là-dessus, je vois pas ce que c'est. Voilà, mais c'est que j'avais oublié de le dire la semaine dernière. C'est parce que là, je leur ai remis des vitamines. J'essaie de le faire 1 fois par semaine. Donc là, j'attends qu'il m'ait bien ratruché l'abreuvoir, hein, avant de le rempoter, comme c'est un abreuvoir de vitamines. Sinon, quand c'est comme ça, le fond d'eau, j'arrose le magnolia avec et puis je fais un changement, nettoyage au jet, etc. Bon, pas de campagnol ici. La fois dernière, je me suis trompée. Enfin, je sais plus, c'était il y a 2 vidéos de ça, je crois. J'avais dit que j'avais une souris, mais je me suis trompée. C'était un mulot. Parce qu'en fait, pour distinguer, bon, distinguer un rat d'une souris, je pense que vous n'êtes pas assez bête, hein, pour avoir du mal à faire la différence. Après un très jeune rat, vraiment admettons un rat qui serait super jeune, mais déjà sorti de son terrier, par rapport à une souris, la queue serait beaucoup moins fine, quoi. Bon. Et après le mulot c'est comme une souris, à peu près, peut-être les oreilles un petit peu plus grandes, un petit peu plus hautes sur la tête et les yeux plus globuleux, mais globalement, c'est le ventre qui est blanc. Donc mulot, vous le distinguez par rapport à une souris, c'est le ventre qui est blanc. Par contre, c'est une longue queue, aussi longue que le corps, fine, pareil qu'une souris. Le campagnol, c'est, on va dire, comme une souris, un petit peu plus rond au niveau du corps, un petit peu moins allongé et un peu plus rond. Et c'est surtout la queue qui est moitié plus courte. Et puis après, musaraigne, c'est un museau tellement fin, allongé, des yeux tout petits, couleur gris-noir et puis une queue semi-courte. Je croyais mon père sur parole, mais j'avais eu la paresse intellectuelle de faire des recherches. Et donc la musaraigne, je confirme, faut le garder au potager, c'est super. Ça vous mange tous les insectes et ça mange que des insectes. Ça va pas manger votre grain, ni vos légumes, ni rien du tout. Alors les musaraignes, quand vous en voyez, surtout vous les laissez tranquilles. Par contre, campagnol, c'est ce qu'il y a de pire. Mulot, souris, c'est pas top. Surtout que les souris, généralement, ils vont toujours vouloir se rapprocher des habitations pour vivre dans votre maison, dans vos isolations et tout. Nous, on avait une bestiole pendant un temps. On verra cet hiver si ça arrive à nouveau. Toujours au même endroit, à l'étage, où on entend gratouiller. On ne sait pas ce que c'est. Et même en ayant refait l'endroit où on avait vu un trou, on s'est dit, ah, peut-être que l'animal, il rentre par là.
On n'a jamais retrouvé, et 2 hivers de suite, on entendait gratouiller, et on ne sait pas ce que c'est du tout, et c'est pas rassurant, parce que qu'importe le rongeur qui vient chez vous, il va dans vos isolations, etc., c'est pas top, quoi. Oh, faut que je récupère la pomme avant qu'elle la voie. Là, la nounoute, elle voit la pomme. Ça y est, c'est... J'arrive. C'est qu'il faudrait, par exemple, que Connie, je la prenne sur le fait quand elle pond un œuf, puis que je mette ses œufs de côté. Mais le problème, c'est qu'elle me fait des œufs vraiment super gros maintenant. C'est pas évident. C'est pour ça d'ailleurs, pour un élevage de chair, je me dis l'idéal, c'est d'avoir un mâle. Un mâle qui soit cou nu. Puis en plus, comme ça, comme c'est moche, on s'y attache peut-être même moins facilement. Une poule cou nu, ça va, mais c'est vrai qu'un coq cou nu, je trouve vraiment pas ça top. Mais au moins, c'est bien. S'il faut changer les reproducteurs, ça fait moins mal au cœur. Je me dis peut-être des rousses de chair un peu classiques. Au moins les œufs, c'est toujours des gabarits normaux, il n'y a pas de double jaune, il n'y a pas des œufs énormes, difformes et tout. Comme ça, alors pour manger on s'en fout, mais quand c'est pour mettre en couveuse, c'est un peu problématique quand ils sont gros, puis en plus ça rentre mal dans les alvéoles. Et c'est surtout que voilà, les œufs de cou nu souvent, surtout quand la cou nu vieillit, elle fait des œufs de plus en plus gros. Déjà là ça se voit dès le début, elles font déjà des œufs gros. C'est que c'est pas évident des œufs de cou nu en termes de taux de réussite par rapport à des poules de chair un peu plus classiques. Mais par contre si c'est le papa qui est cou nu plus en plus avec ce gène de la peau un peu jaune, parce que c'est toujours réputé du poulet jaune entre guillemets, bah j'ai là au moins il y a les gènes du père qui est cou nu, qui est comment dire un poulet jaune, etc. Sans l'inconvénient des œufs un peu difforme et qui donne pas des bons résultats en couveuse. La cou nu rousse, elle s'est sauvée avant-hier. J'étais en train de ramener du bois avec la brouette dans leur enclos là-bas. Et puis je regarde, et puis tout au fond donc de l'enclos, je me dis mince, elle est derrière ou devant le grillage? Parce que je dis c'est pas Connie, hein. Elle a beaucoup plus de plumes, même de loin quand même, ça se voit. Et puis, bah ouais, c'était la rousse cou nu, qui est pourtant d'une lourdeur, on dirait une boule sur pattes. Et elle arrive à voler. Par contre, elle n'a pas eu l'aile droite raccourcie. Mais après, voilà, même la... Je l'appelle Bertha, parce que la grosse Bertha, la rousse de chair non cou nu, même avec l'aile droite raccourcie. Tiens, on va faire un test. Avec Nina. Des fois, elle fait semblant de boire à l'abreuvoir. Elle voit que la porte est ouverte et elle file dedans. La rousse non cou nu, c'est à retenter de se sauver en se perchant sur le grillage, mais là, côté... extérieur de l'enclos, pas la séparation entre leur enclos et celle des poules. Bon, vous êtes prêtes? Bon, Phoebe, elle remplace toujours pas ses plumes. Nimbus, ça commence légèrement. Et elle est toujours pas sortie du coup, là. La Sussex en pleine mûre. Regardez-moi ça. C'était en début de semaine. J'ai cru qu'il y avait eu un problème quand j'ai vu toutes les plumes qui étaient parties. C'est rare, hein. Normalement les Sussex, justement, elles sont pas trop réputées pour faire des grosses mues. C'est pour ça qu'elles sont en gros des pondeuses, des bonnes pondeuses à tout moment de l'année. Mais là, elle est en train de nous faire une régénération cellulaire de dingue. Du coup, j'ai l'impression que ça puise sur son organisme, elle est un peu moins vive que d'habitude. Mais là, parce que les Sussex, elles sont beaucoup plus touffues que les autres. Ça en fait des plumes à recréer là. Alors pas mal de plumes, encore j'essaie d'en ramasser un petit peu au fur et à mesure. Bon, il y en a quelques-unes qui lui appartiennent pas, ça a l'air d'être des plumes de paillettes ou de canettes. Mais vous voyez, beaucoup de plumes, puis dans l'enclos. Il y a des plumes partout. Ah ben c'est celle qui sème tout, hein. Là elle est en train de tout refaire. Mais pas sa copine. Sa copine, elle qui a vu un cul de babouin, entre guillemets, un cul nu pendant très longtemps. Ça a duré plus de 6 mois, hein. De pas avoir du tout un début de repousse de plumes au niveau de ses fesses, puis ça a dû se faire, mais progressivement. Je sais pas si elle a le froid une mumelle, en tout cas. Bah là, elle nous perd tout d'un coup. Tout d'un coup. Puis le matin, comme il fait un peu frais, là aujourd'hui ça va. Hier, il y avait un peu de vent. Du coup, des fois, elle se recroqueville un peu sur elle-même, bah, ça doit lui faire un choc. Elle qui avait toujours un plumage super épais, elle passe de ça à être à moitié dégarnie. Donc voilà, écoutez. D'un seul coup. Coucou Canette. Oh, tu fais ta petite crotte. Et pas pouvoir te caresser, hein. Bah, moi, t'aimes pas. Hein. Quelle coquine. Hier, quand elle était petite, elle venait sur le bord du poulailler. Puis... Ah, mais j'ai pas fait gaffe à Nina, du coup. Eh ben voilà. Hein? Mais c'était sûr. Allez.
Alors du coup, des fois qu'on me croirait pas, la joyeuse troupe qui dort sur le toit du poulailler, Paillette, depuis qu'elle boite plus, là ça y est. C'est une journée sur deux, mais là ça y est. Tous les soirs, elle dort... C'est de la Miss qui est ici. Elle dort avec Nina, Chippy, puis Chéri. Donc j'arrive, il faisait pas encore nuit. Je dis, oh bah c'est bien pour la photo. Chippy, elle se lève quand elle me voit arriver pour prendre la photo. Et puis après, tranquillement, elle va se recoucher avec tout le monde. Je les descends tous. Ah bah Connie, elle s'y met aujourd'hui. Je les descends tous. Tout le monde va coucher. Et Chippy, elle regrimpe dessus. Donc là, le temps que je fasse mes manigances avec les mangeoires, il faisait vraiment nuit. Puis elle a vu qu'elle était toute seule. Et je pense qu'elle a dû se dire, oh flemme de descendre. Donc elle s'est couchée. Moi, j'étais côté porte. Elle s'est couchée là. Alors je vais pour l'attraper. Elle m'a fait courir 3 fois le tour pour que je l'attrape. Parce que j'aime pas trop quand ils sautent d'eux-mêmes. C'est comme ça que Paillette s'est blessée au niveau de la patte. Mais comme visiblement, elles l'apprennent. Donc Paillette, je rappelle, c'est elle. Comme elles n'apprennent pas de leurs erreurs, ça recommence. Elle redort au-dessus. Oh ma nounoute! En ce moment, t'es super câlineuse. Tu fais des petits câlins. Oui, j'ai qu'une main aujourd'hui. J'ai qu'une main, mon bébé. Pardonne-moi. T'as encore mangé un œuf? Fais un bisou. Mais ouais, mais j'ai qu'une... Bouge pas, bébé. Bébé. J'ai qu'une main. C'est pas évident. Oh, redit. Elle, on dirait qu'elle veut refaire ses plumes. On voit un peu le duvet dans dessous et tout. Ça commence à cafouiller aussi. Bon, il serait temps qu'ils s'y mettent et surtout qu'ils achèvent les mues avant les premières gelées. Mais bon, on peut pas faire grand chose. Et puis, les Connie, c'est comme avoir un... Elle a toujours eu des problèmes d'eczéma. Hein. Ça, c'est... J'ai fini par abandonner. On dirait un poulet prêt à cuire qui se balade. Mais les coups nus de chair, hein, parce que coups nus, je vous dis, c'est juste une particularité, mais vous pouvez avoir des Sussex coups nus, vous pouvez avoir toutes les races en coups nus. Donc là, on va dire des coups nus de chair, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Que réputation de ne pas avoir trop de plumes et d'être facile à plumer, ça veut dire aussi que quand on les garde un certain temps, ils ont aussi un problème de plumage. On peut pas tout avoir des bêtes faciles à plumer, pas trop, et qui n'ont pas trop de plumes. Bon, ça suffit, hein. Allez, zou! Parce que la Chippy qui va s'y mettre aussi. Ah ben. Bon, elle, Gloussette, c'est qu'elle chasse, elle chasse les araignées, puis 2-3 grains qui traînent par terre. Je me dis, mince, je pue. Ouais. Ben, c'est bien. Il était presque propre. Avec 2 jours que je l'ai, et plus qu'à le nettoyer. Bref. Ouais, il y a dû avoir un œuf cassé. Il y a une des poules qui pond le matin. Ici, mais on retrouve aucune trace. Hein. Je suis quasiment sûre que c'est Gloussette. C'est des œufs fragiles. Elle, c'est la plus matinale au niveau de la ponte. Elle a jamais perdu cette habitude d'être matinale. Alors que les autres, des fois, je vous jure, à 17 h, il y en a encore qui pondent. Et vous voyez, quand on regarde comme ça, on voit rien. Hein. Mais il y a eu un œuf cassé et mangé par tout le monde. Dans le noir, hein. Dans le noir, ils arrivent à voir quand même. Là, par exemple, peut-être dans cette zone-là, il faut y regarder à 2 fois. Hein. C'est vraiment parce que je vois une poule qui a du jaune d'œuf sur elle. Sinon, on ne devinerait pas qu'il y a eu un œuf cassé et mangé. Et voilà, il y a un œuf de temps en temps qui est mangé comme ça le matin. Mais personne, prendre la mangeoire. Et puis, on me demandait, bon j'ai répondu par message, mais comment je suis venue avoir une brouette qui serve de pondoir. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait rien dans la brouette. Et mon seau de crotte, bah, pour pas que ça pue dans le garage, tout simplement, je l'ai mis dans la brouette. Et il est haut, hein. Je sais pas si vous arrivez à vous représenter la hauteur. Mais c'est pas à vous, ça. Hein? Bon, ouais, je vais le mettre dehors. Allez, hop. Vous en avez, vous, hein. C'est pas vos graines, ça. Et puis, ce jour-là, il était vide parce que c'était après le nettoyage de la semaine. Je mets le seau dans la brouette comme d'habitude. Et puis, le soir, je vois qu'il y a un œuf dedans. Alors, j'ai cru que c'était mon conjoint. Il me dit non. Il dit, moi, j'ai cru que c'était toi qui avait mis un œuf de côté pour X raison. Alors, du coup, ça m'a mis le doute. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ça m'arrive des fois de prendre des trucs, les poser, puis de le faire tellement machinalement que je m'en souviens pas. Bon, c'est tout. Sauf que le lendemain, rebelote. Là, je dis, non, c'est pas possible. C'est pas moi qui... Là, en plus, c'était... Là, il y avait des crottes ce jour-là. C'est pas moi qui ai fait ça. Et puis, du coup, on surveillait. Jusqu'au moment où on a vu... Alors, c'est pas la Sussex. Bah, c'est elle. C'est pas celle qui perd ses plumes en ce moment, c'est celle-ci. Qui était un peu fébrile, là, pendant quelques temps. Mais je trouve qu'elle a des belles plumes. Hein. Ça m'étonnerait qu'elle nous fasse une mue, là, maintenant.
Bon. Je l'ai vue, elle, en fait, c'est qu'elle a fait du bruit pas possible et qu'elle a renversé le seau en diagonale dans la brouette en voulant en sortir. D'habitude, elle arrivait à se débrouiller sans renverser le seau, pourtant il est haut. Puis elle est grosse, déjà, elle, pour rentrer dedans. Et elle arrivait à bondir par-dessus les bords qui sont super hauts sans casser les œufs. Les autres qu'elle avait pondus. Puis c'est comme ça qu'on a vu que c'était elle. Du coup, j'ai aménagé la brouette. Au début, il n'y avait qu'un seul seau. Et avec un autre seau de terre diatomée, j'avais immobilisé, essayé de maintenir le seau en place. Quand elle se met sur le bord, pas qu'il bascule. Et puis, ça a servi de pondoir. Puis rapidement après, elle a préféré les pondre dans l'ancien poulailler, dans les pondoirs de l'ancien poulailler. Puis c'est d'autres poulettes qui ont apprécié la brouette. Et voilà. Mais c'est sûr que c'est pas une idée de moi. Souvent, quand on aménage une zone en tant que pondoir, c'est un peu parce que les poules ont manifesté une préférence pour un endroit en particulier. Bon, c'est pas possible. La Nina, ce matin... Bon. Zou. Allez. Donc, voilà l'histoire. Alors, comme j'utilise plus de produits, ça y est, anti-poux, à part la terre de diatomée. Non. Du coup, là, je peux récolter à nouveau les crottes, la litière, pour le mettre au jardin. Parce que là, j'avais arrêté, hein, à cause du pyrètre qu'il y a dedans. C'est exactement d'ailleurs les mêmes produits qui agissent, parce que là, on entend sans arrêt parler des puces de lit. Ce qui agit sur les poux rouges pour les poules, c'est pareil pour les puces de lit. On dit aussi la terre diatomée. Sauf que personne précise qu'il ne faut pas en respirer. Ça, je l'avais dit, je ne vais pas le redire. Eh, regardez Paige. Alors, ça lui fait, on dirait, vous savez, un animal qui vient de se faire tondre. Mais là, c'est parce que les plumes, elles sont en train de finir de sortir de la gaine et après, ça va s'étoffer un petit peu. Mais en tout cas, ça y est. Hein. Elle est recouverte de plumes à nouveau de partout. Et à part vraiment juste une toute petite zone juste à l'arrière de la crête. Au niveau de la tête, ça repousse aussi. Et du coup, c'est bien. Il y a peut-être le coussin en dessous des fesses qui doit encore être changé. Qui a encore des vieilles plumes que je vois un petit peu beige. Mais déjà, ça change de tête. Hein. Qu'elle soit plus chauve. Bon, ça durera pas. Ça, c'est à cause de Chéri. Hein. Ce sont les coques. Ça, on peut pas faire grand chose hein, quand ils pincent la tête pour cocher. Mais du coup, je vais essayer de regarder la miss. Parce que là, tu perds tes plumes. Mais bijoute. Est-ce que tu as des plumes qui reviennent? Viens voir. Quelle horreur. Eh bien, tu perds, mais ça repousse, j'espère. Hein. Est-ce qu'on voit des débuts de picots de plumes? Dis. Bof. En tout cas, les fesses, je vois pas de début de picot de plumes. Enfin, j'espère que les nouvelles vont se mettre en place rapidement. Hein. Puis Paillette, elle a fait aussi sa mue, mais c'était plus... C'était moins flagrant. C'était plus... Comment dire? Plus progressif, voilà. Petit à petit qu'elle perdait, que ça se remplaçait. Bella, on voit plus son dos non plus. Mais elle est perturbée en ce moment. Elle sait pas ce qu'elle veut. Hier, elle allait dans le poulailler, elle allait dans la brouette, elle allait dans l'ancien poulailler, elle retournait dans le nouveau poulailler, elle allait dans tous les sens. Au bout d'un moment, je l'ai prise pour la mettre dans la brouette. J'ai dit, vas-y. Je la mets dans le seau, je dis, t'as qu'à pondre là. Mais non, je sais pas ce qui n'allait pas. Elle est agitée le matin, alors je sais pas du tout ce qui se passe. Tu sais qu'elle veut pondre, mais elle sait pas où. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir Paige. Tant pis, j'ai mis pour une fois, là je dis il n'y a plus de parasites, j'ai mis pour leur faire plaisir du foin dans les pondoirs. Bon c'est bien, je ne l'ai pas dérangé plus que ça. D'habitude c'est copeaux de bois et en ce moment de la litière de chanvre. Je dis je vais leur faire plaisir, il n'y a plus l'air d'avoir de parasites. Alors je voulais mettre, là il y a encore des petites mottes d'herbe tondue, mais le problème c'est qu'elles sont encore vertes en dessous, je dis non bon. On va mettre du foin et puis c'est tout. Donc voilà, en ce moment, je leur ai fait ce petit plaisir. Du coup, j'ai un peu plus d'œufs dans l'ancien poulailler que dans la brouette en ce moment. Alors que la semaine dernière, c'était l'inverse. Tout le monde voulait pondre dans la brouette quasiment. Sauf les deux naines et puis les deux grosses Sussex. Ça les intéresse. Les deux naines Canette Nimbus parce qu'elles ne peuvent pas grimper. Et puis les deux Sussex, une des deux, la première qui voulait le faire, ça ne l'intéresse plus. Et l'autre, ça ne l'a jamais intéressé. Mais faut dire que comme on utilise la brouette pour aller rentrer du bois, il y a eu des changements dans leur environnement à ce niveau-là avec la brouette, donc il ne faut pas plus pour les contrarier. Donc du coup je me suis dit aussi, je vais essayer de les amadouer, d'être gentille, de leur mettre du foin et tout.
pour rattraper un peu le tir. Parce que là, je sais qu'en ce moment, la brouette, ça les a un peu perturbés qu'on l'utilise. Bon, à la base, une brouette, c'est une brouette, hein, c'est pas un pondoir. Faut quand même qu'on puisse se servir de nos objets. Allez. Hop. Oui, Susu. Mais vous voyez pas? Ah, ça se voit au moins en vidéo. En fait, il y a des plumes blanches partout. Et ça, c'est que la Sussex. C'est vrai que j'ai encore jamais vu une mue énorme. Ça y est, regardez. Les pieds de tomates cerises. Le mildiou tout ravagé. Parce que là, j'arrivais à peine à accéder à mon robinet de cuve. Et là, depuis une semaine, bouffe. Tout a fondu. Il n'y a qu'un pied de... Enfin, il y en a plusieurs côte à côte de tomates cerises qui faisaient de la résistance. Mais là, ça commence à être pareil. Puis tous les autres pieds de tomates, ça commence à bien se rabougrir là. La physalis, j'espère que ça va arriver à maturité. Mais c'est pas vrai, tous les matins, c'est de pire en pire. Alors, oh, j'ai eu 2 fois un pied de chou qui s'est fait déraciner. Ça butait ici. Et là, ça bute ici. 2 buts cette nuit. 3, 4. Ici, j'avais récupéré un peu de terre. 5. 6, 7. Ces 2 là et les 2 dans le potager. 4 buts rien que cette nuit. Tous les ans à la même période, c'est comme ça. C'est des insectivores les tops. Il n'y a pas de problème en soi. Le problème, c'est que si je laisse faire, tout là, c'est Bagdad. Tout là. Tous les ans. C'est que il y a quelques nouvelles galeries qui se creusent. Là, par exemple, ça, c'est du nouveau, ça. Mais sinon, ça avait rebuté une fois ici, le mois dernier. Il y a des anciennes galeries qui sont reprises par des nouvelles tops. Plus, ils agrandissent un petit peu le territoire au passage. Oui, on n'a pas menti, on a fait du bois. Mais sauf qu'il faut encore en faire beaucoup plus que ça. C'est si vite utilisé. Alors bien sûr, plus tard on allume la cheminée, mieux c'est. Donc voilà, les tops, on est obligé de faire quelque chose parce que là, c'est Bagdad. Et là, dans le potager, franchement, potager, puis le pied de groseillier. Hein. Pile poil. Comme par hasard. Après, voilà, par exemple, le pied de groseillier, quand je l'ai planté, je sais plus, j'avais mis un peu de fumier de cheval ou de compost, peut-être. Alors peut-être qu'il y a plus d'insectes à cet endroit-là et que hein, les tops, elles font des galeries. C'est pour justement chasser les insectes qui tombent de leur galerie. Donc c'est bon signe dans le sens, ça veut dire que chez vous, il y a pas mal d'insectes, il y a de quoi régaler les tops, mais c'est les dégâts qu'elles font qui posent problème. Surtout dans le potager, alors là, allez-y. Donc la cougne rousse qui se sauve. Ah non, tu parles d'une crotte. Ben, il n'y a pas l'excuse de l'abreuvoir, d'ailleurs on voit quand même qu'elle se perche dessus. Je l'ai éloignée du grillage parce que je me suis dit peut-être qu'elle grimpe sur l'abreuvoir et qu'elle saute après sur le grillage comme ça. Mais là, non. Je pense que c'est d'une seule traite. Elle, je l'ai vu faire pourtant, elle est costaud, hein, elle est lourde, elle pèse. En ayant une aile coupée, je l'ai vu faire en direct. Pouf, elle saute comme ça. On dirait qu'elles sont aimantées par les copines. Pourtant ici, franchement, ils sont un 5 ici. Il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des insectes quand ils viennent gratter près du tas de bois. Justement, hein, souvent là, il y a beaucoup de vers de terre et de cloportes et tout ce qu'on veut. Et puis, bon, je sais pas si les cloportes c'est ce qu'ils préfèrent, mais en tout cas, les vers de terre, c'est sûr. Attendez, j'arrive. Donc, franchement, le fait de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Oula, oula. Attention, hein. Ben, lui, il grandit, ça crête ses barbillons, ça pousse. Après, niveau attitude générale, c'est toujours pareil. On dirait qu'il est à moitié bloqué du dos, dans son allure, hein, comment il se tient. Mais bon, en tout cas, c'est pas une maladie, c'est déjà ça. Des fois, il se bataille un petit peu avec la fille de Luna, donc la noire qui a du marron au niveau de son cou. Mais sinon, voilà, ils sont tous les deux tout en bas de la hiérarchie. C'est la cougne noire, la chef. Et puis ensuite, c'est un peu ex-aequo les 2 rousses. Donc voilà, ils sont 3 à pondre sur 4. Elle fait encore attendre. De toute façon, c'est quand la crête et les barbillons, là, ça commence. Hein. Barbillons, surtout, ça se voit à pousser. Quand vraiment, ça sera au moins 3 fois plus long que ça. Là, ça va arriver. Sinon, 3 qui pondent sur 4. Et il y a des jours, il y a 3 œufs. Hier, il n'y en a eu qu'un. Donc, normalement, aujourd'hui, je devrais en avoir 3. Parfois, ça arrive, hein, 2 fois 3 œufs de suite. Après, ça dépend. Quand il y en a une qui arrive à la fin de son chapelet d'œufs, etc. Quand ils sont jeunes comme ça, les chapelets, ils sont plus courts. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, tu vas pas de l'autre côté. Mais elle est
T'as pas l'air d'être une lumière, hein. T'es pas une flèche. Hein. Je sais pas. Pourquoi ils sont attirés pour aller là? Ils ont de l'herbe, ils ont tout ici. Enfin bon. C'est comme les humains. Hein. On n'est jamais content de ce qu'on a. Ouais. Oula. Un plastique, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on enlève ça. Aïe aïe aïe. Elle a bien grossi, elle, hein. Elle était toute fine. C'est la plus jeune. De toute façon, ça se voit puisqu'elle ne pond pas encore. Même 5 semaines de moins que la rousse non connue. Bertha. Alors mon père, il a fait des endives aussi. Il devait creuser un silo. Mais là, bon, ben, je crois qu'avec tout le boulot qui nous attend, il est un peu débordé. Puis finalement, il ne veut pas faire son silo. Il a dit, il m'a pas encore dit en direct, c'est ma mère qui me dit ça hier, par son intermédiaire, ah ben ton père il veut te donner les endives que tu te débrouilles avec cet hiver et tout. J'ai dit moi le problème c'est les conserver pile comme il faut, sans qu'elles germent, pour après les mettre en caissette avec de l'eau pour obtenir des endives. Bon bref, c'est la conservation, le stockage. Parce qu'il faut pas que ça gèle. Il faut pas non plus qu'il fasse trop chaud pour pas que ça pousse avant qu'on le veuille. Bon. Puis les miennes qui sont beaucoup plus petites, ici, de toute façon, ça va dégager parce que le grillage va être ouvert. À peu près dans la zone des tournesols ici. Avant les artichauts. Les artichauts, on n'y touche pas. Hein. Et puis, voilà, au moins 3 mètres, plus les poteaux. Voilà, il va y avoir une grosse ouverture dans le grillage pour accéder derrière. Alors, vu les prix, les portails grillagés, on pourrait penser que c'est ce qui est le moins cher. Pas du tout. Il y avait soit un portail en fer, voilà, à peindre soi-même, c'était le moins cher. Mais mon père, il a vu que les points de soudure et tout, c'était une catastrophe. Du coup, ça va être un portail en PVC blanc. Bon, c'est sûr que ça va flasher en plein milieu, mais déjà 269 €, c'est déjà pas mal. Hein. Donc ici, il va y avoir un portail en PVC blanc, si j'ai bien compris, à peu près de 3 mètres de large. Hauteur, je sais plus, c'est 1,20 m ou 1,25 m, je sais plus. Et donc, du coup, il va falloir dégager les endives, vu qu'on va passer dedans avec un petit tractopelle et tout. Donc voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Normalement, les endives, vous les enlevez quelques temps avant les premières gelées. Faut faire sécher les racines un peu comme ça. Et après, vous coupez les feuilles. Alors, au-dessus du collet, il vaut mieux regarder exactement, pour se remémorer une vidéo juste avant, hein, pour savoir exactement quelle hauteur vous coupez. Puis, il faut trouver un endroit pour les stocker. Ou après, voilà, il y a les endives qu'on force en pleine terre, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Parce qu'il ne faut pas que la racine gèle. Et puis, il faut faire une couche au-dessus qui oblige l'endive à forcer pour sortir. Et du coup, sortir en pointe, mais qu'elle soit à l'abri de la lumière pour blanchir. Enfin, ça me paraît encore plus compliqué que faire des caissettes dans de l'eau. Bon, celle-ci, voilà, c'est des endives qui seront un peu éclatées. C'est des endives qui ont besoin d'une couche de forçage pour qui prend appui dessus pour qu'elles soient obligées d'être en pointe, de se mettre en pointe pour sortir. Là, dans des caissettes, ça ressemblera plus à une salade explosée, c'est-à-dire qu'il faut des endives sans terre de recouvrement, qui sont généralement plus chères si vous voulez pas être embêté à avoir une belle endive en pointe. Bon, on verra. Donc du coup, c'est peut-être moi qui vais gérer tout le problème... on va dire tout le sujet endive, on verra bien. Vous voyez, j'ai des choux qui sont un peu collés. Parce que là, c'est des choux qui vont quand même être gros. Et là-bas, de toute façon, sur toute cette zone-là, c'est toujours la zone où ça a moins bien poussé partout. Bon, il y a eu aussi du grignotage. Hein. C'est-à-dire que là, mes rutabagas, elles avaient vraiment poussé sur toute la ligne, hein, là, pour le coup. Et là, c'est les feuilles qui se sont fait manger. Alors, ils essaient de repousser. Ils essaient. Hein. Mais de toute façon, voilà, ça, quand la plante, quand elle est toute petite, elle a besoin de ses feuilles pour faire la photosynthèse et tout. Si elle se fait bouffer absolument toutes les feuilles dès le début, elle aura forcément une croissance bien inférieure, même si elle s'en remet par rapport aux copines qui n'ont pas eu ce problème. Je me dis que je vais peut-être ici dépiquer certains choux et les espacer là où ça fait un creux. Ça sera peut-être pas plus mal. Par contre, la taupe, là ça me plaît pas du tout. Hein. Ça part dans ce sens-là. Il y en a marre, quoi. Déjà les campagnols, là, non, j'avais pas besoin de ça. Par contre, les carottes, j'ai semé parce que là c'était de mes graines. J'en ai même à foison. Carottes oxella. Donc j'ai secoué aussi les tiges. Puis j'en ai déjà éparpillé comme ça ici. Mais il y en a partout. Bon là il y a un peu d'herbe qui pousse. Mais des carottes, il y en a vraiment partout. C'est-à-dire que ça pousse. Bon là ça c'est pas pissenlit. Mais enfin. Ça va. Là il y a des carottes partout. On verra ce que ça donne. Ce sera pas pour cet hiver, hein. Ce sera peut-être pour le printemps, sauf si elles partent en montaison tout de suite. Là. Et mes poireaux ridicules. Sur toute l'année, ça a été replanté.
Oui, les petites tiges. Là. 40 ans. Ça fait longtemps que j'aurais dû le faire, mais c'est de ma faute. Et puis, les échalotes griselles. Là. La fille qui espère. Je me suis dit, je pense que c'est des limaces. Limaces ou chenilles. Je me suis dit, avec un peu de chance, ils aiment pas l'échalote. Oh, non mais, regardez, j'ai fait ça lundi. On est samedi. Regardez les racines. Il y avait 0 racines. Hein. Tous les bulbes étaient bien secs. Regardez. 5 jours, hein, c'est bien ça. Oh, et je me suis pas emmerdée. J'ai appuyé comme ça pour les mettre. J'ai arrosé juste un petit coup légèrement. Et les poireaux 2 fois avec du purin d'ortie dilué. On voit que la route est encore bien humide d'ailleurs. Donc voilà les griselles. Je les ai mis là. Et ici. J'avais eu qu'un sachet de 250 grammes. Et ça fait des racines. Ah ben c'est bien. Mais je sais pas quelle bestiole me l'a déterré. Je me suis dit avec un peu de chance, les chenilles ou les limaces, ils aiment pas l'échalote. Fallait bien que je le mette quelque part entre 2 routes. Je les ai mis là. Puis c'est bien. Donc là, il y a des patates qui repoussent. C'est pas plus arrangeant que ça, mais bon. Si vous voulez mettre des trucs dans votre potager, vous savez pas encore quoi faire. Et là, par contre, il n'est pas du tout trop tard. C'est vrai que pour les semis, les trucs comme ça, c'est pas évident là, octobre, mais échalote griselle. Donc c'est une échalote grise améliorée, puis c'est la plus facilement trouvable. On entend un peu plus parler. Hein. Par exemple, là, il y a un Astana gamme vert. Alors j'ai vu que c'est pas encore le pire, 4 € les 250 grammes. Ce que j'ai vu sur internet, il y a 500 grammes pour plus de 10 €, hein, certains sites. Donc bon, mais il y a aussi un peu moins cher. Que vous pouvez avoir pour moins de 8 €, 500 grammes. Il faut regarder le grammage hein, du sachet, hein, 250 ou 500, vous faites pas avoir. Ça c'est des échalotes qu'on met entre octobre et janvier. Bon, on peut éventuellement, si on en trouve en septembre, mais le problème c'est que septembre c'est peut-être un peu tôt pour en trouver. Mais sinon si on veut on peut. Idéal octobre-novembre, mais c'est vrai que c'est bien pour un bon départ de racines d'essayer peut-être de faire avant les premières gelées, mais même a priori même ça devrait aller. Moi par exemple mes échalotes classiques que j'avais foutues sur le côté et qui s'étaient mis à germer en plein mois de janvier-février, comme ça posait à même le sol et tout, on n'a pas l'air de les avoir perturbés. Hein. Pourtant il y a eu de la pluie, il y a eu du gel dessus, il n'y a eu aucune protection de rien. Et puis bah, ça repoussait. Et des échalotes tout à fait classiques. Ça tombe même avec des échalotes classiques, c'est peut-être même pas impossible que ça fonctionne. Mais en tout cas, griselle, c'est fait pour. Donc c'est plus goûtu que des échalotes classiques. Dans la famille des échalotes, c'est ce qui ressemble le plus à une échalote et qui s'éloigne le plus de l'oignon. Bon. Et puis j'ai vu aussi qu'il y a des échalotes qui sont tout à fait rondes. On dirait des oignons. Mais sauf que ça fait comme une échalote, ça se divise en plusieurs bulbes. Bon, c'est pas à mettre maintenant. C'est plutôt, là pour le coup, c'est plutôt mars-avril. Mais... j'ai dit c'est marrant, c'est vrai qu'un oignon on achète des bulbilles et on attend juste qu'ils grossissent. À la limite c'est une échalote qui ressemble à un oignon. Ça fait comme un oignon mais avec l'avantage d'une échalote de se démultiplier, de se dédoubler, c'est pas mal. Bon donc voilà, l'échalote grise. Puis c'est mon père qui m'avait appris ça. Je connaissais pas, l'an dernier. Et puis il était en colère parce qu'il en trouvait nulle part. Et puis il m'a dit ça quand en gros il était un peu trop tard pour lui, qu'il avait plus l'intention de d'en mettre et qu'il avait mis autre chose à la place. Il me dit l'année prochaine on essaiera de s'y prendre bien, au pire tu m'en commandes pour qu'on ait des échalotes grises. Alors moi qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis tiens t'en cherchais l'an dernier, la gamme vert, bon c'est parce qu'elle est moins chère mais 4 € le sachet, donc là c'était 250 grammes. J'ai dit on a gamme vert des échalotes grises. Il me dit oh ça fait cher et puis en plus on n'a jamais vu mettre des échalotes à l'automne. J'ai dit tu te fous de moi? C'est toi qui m'en as parlé en premier l'an dernier. Il soutenait, hein, mais je sais, là j'ai raison, c'est sûr. Ma mère a dit, oh ça me dit quelque chose cette histoire d'échalotes. C'est lui qui m'a appris l'existence des échalotes grises et qui me soutenait que c'était pas possible de mettre des échalotes à l'automne et tout. Je dis, mais t'as des trous de mémoire, hein, bon. Donc là vous pouvez. Puis il y a aussi certains types d'ail, pas dire de bêtises. L'ail rose, c'est sûr que non. Bah, c'est de l'ail violet, hein, généralement. Donc l'ail, d'ailleurs je me tâte, je sais pas si j'en prends pas. Ça, c'est la récolte de pommes de terre El Mundo. J'avais des tout petits bulbes. Ah, ça chasse, attention. Parce qu'à l'ouverture de la chasse, il fallait voir. Hein, c'était le sketch des inconnus avec la galinette cendrée et tout. Et après, le 3e dimanche, je crois, depuis, ou au moins le 2, ouais, aussi, je crois. On n'entend plus rien. Alors, un tir. Bon, bref. El Mundo, c'était tout petit tubercule, vraiment tout petit.
super germé et tout. Je les ai mis à la queue leu-leu, j'avais fait 11 rangées très courtes. La bande le long du grillage c'était 4 mètres. Et là la largeur comme ça, dans le sens où j'ai fait mes bandes, c'était même pas 1 mètre. Franchement c'était pas sûr du tout. Et le coin, tout là dans le coin, près des groseilliers, et là il y a des fleurs, des belles de jour qui poussent, près du frêne, parce que c'est vrai qu'on voit, j'ai vu des mycorhizes, tous des réseaux, des amas blancs. Et à ce qui paraît, voilà, les frênes, ça favorise la mycorhisation, etc. Bon, bref, amen, pour ceux que ça intéresse. Et c'est là où j'ai eu le plus de patates. C'est aussi parce que c'était le coin le plus ombragé, où il y a peut-être eu plus d'humidité. Il y avait aussi une herbe qui avait recouvert. Ça fait des repousses en surface, le long d'un fil comme ça. Puis ça avait tout recouvert. Et du coup, les campagnols sont pas venus trop me les bouffer, les pommes de terre. Et c'est là où j'en ai eu le plus. On va dire que sur un quart de la surface, c'est là où j'ai eu la moitié de la récolte. Comme quoi, des fois, ça se joue à pas grand chose. Quand je la vois qui regarde en haut et qui s'abaisse pour prendre son élan, c'est pas bon signe. T'es une vilaine, hein. Regardez, elle s'abaisse. Quand je la caresse, elle s'abaisse. Ouais, donc du coup, voilà, les carottes, va falloir que je fasse ça là. Très très prochainement. Je ramasse tout, je nettoie, je coupe en morceaux, je congèle. Alors en morceaux de différents gabarits, hein, selon ce que je vais faire en cuisine avec. Si c'est un pot-au-feu, j'utilise des gros tronçons. Et puis si je fais par exemple des paupiettes avec des carottes, ça sera plutôt des cubes, quoi. Des petits cubes. Bon, allez les bijoux. Et puis bah, on va espérer que tout continue de bien se passer avec la couveuse déjà. Peut-être 5 poussins en lice. On va croiser les doigts. Allez, à plus.